Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup d'être présents ce soir pour cet événement donc dédié à la mer, à notre mer à tous finalement. Comment agir pour sauver les océans? Alors, je m'appelle Eve Isambourg, je vais être la médiatrice de cette soirée, de cette discussion qui s'annonce très, très inspirante. Une petite citation pour commencer de Henri Bergson. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Alors, j'aime bien me la rappeler. Cette citation, elle est vraiment inspirante, comme une vague d'espoir qui arrive comme ça et qui nous fait réaliser que finalement, on est un petit peu tous ces super-héros avec ce super pouvoir de pouvoir impacter notre quotidien, notre bien-être, notre vie en général, nos proches, mais aussi bien évidemment la planète qui nous abrite. S'engager, c'est donc entrer en scène, c'est le cas de le dire, ne plus être attentiste, mais bien spectateur de la vie à laquelle on aspire. Pour aujourd'hui, pour demain, les générations à venir et cette merveilleuse planète bleue. Alors, en parlant d'acteurs du changement, de super-héros, de super-héroïnes, je suis vraiment heureuse ce soir de vous présenter les deux invités. Alors, à ma gauche, Lamia Essemlali, donc présidente de l'organisation Sea Shepherd France, et juste à côté, à sa gauche, Dan Beaumenet, chargée de mission plaidoyer sur les thématiques déchets aquatiques et changement climatique chez Surfrider Europe. Comment agir pour sauver les océans? Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Agir pour l'océan, c'est peut-être avant tout prendre conscience du problème, car on peut vouloir mettre en place une solution, mais si on n'a pas conscience du problème, on ne sait pas vraiment par quel chemin s'y prendre, entre guillemets. Donc où en sommes-nous? Quels sont les chiffres marquants à garder en tête? Quels sont les faits, réalités du terrain auxquels vous, et grâce à vos organisations, vous faites face? Comment se dépatouiller le vrai des idées reçues de manière générale? Et quel est votre regard sur les différentes thématiques urgentes? Donc, je ne sais pas, Diane, vas-y, je te propose de commencer, de faire un point de manière générale sur les thématiques que Surfrider traite, donc que ce soit la pollution marine, les déchets aquatiques, mais de manière plus large, une vision peut-être un peu personnelle. Je t'en prie. Okay, merci. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, c'est un bon jour pour parler de l'océan, puisque actuellement est en cours d'examen à l'Assemblée nationale un projet de loi sur l'économie circulaire, dans lequel on porte des mesures sur la pollution plastique. Donc je voudrais parler de deux grands thèmes sur lesquels travaille Surfrider en particulier, la pollution plastique et le changement climatique, puisque c'est également la COP25 qui se déroule actuellement à Madrid. Donc c'est vraiment deux temps forts. Deux problématiques qui concernent l'océan et dont on n'a pas forcément conscience parce qu'on ne le voit pas, mais notre quotidien impacte directement l'océan en termes d'impact climatique et en termes de pollution plastique. Donc il y a 8 millions de tonnes de déchets qui arrivent dans l'océan chaque année et c'est notre consommation, notre mode de production qui contribue à cela, puisque 80% des déchets qu'on retrouve en mer viennent de l'intérieur des terres. Donc ce sont les villes qui polluent le plus et c'est donc dans les villes qu'il faut agir. Une autre problématique, c'est effectivement le changement climatique. On ne le sait pas, mais l'océan est une pompe à carbone. Il produit 50% de l'oxygène que l'on respire et il est directement impacté par les dérèglements climatiques. On a entendu parler de l'élévation du niveau de la mer, de l'élévation de la température de l'océan. Donc il y a vraiment énormément d'impacts en fait, liés au réchauffement climatique sur l'océan et qui vont augmenter à leur tour le réchauffement climatique. Donc voilà en gros les thématiques sur lesquelles on travaille. Parfait, merci beaucoup Lamia. Je te laisse... Donc, effectivement, l'océan va mal. Là, c'est pas un scoop, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de menaces. Et souvent, on a du mal à hiérarchiser, surtout à faire le lien avec soi. Il y a une chose qui est indéniable, c'est qu'aujourd'hui, ce qui menace le plus l'océan, avant toutes les autres menaces, c'est la surpêche. On est en train de dévorer l'océan vivant. D'ici à 2048, les scientifiques des Nations Unies prédisent un effondrement des pêcheries commerciales. En gros, ça veut dire la mort de l'océan. Donc on est beaucoup trop nombreux pour continuer à manger du poisson de la façon dont on en mange. Je vais donner un chiffre simple. En fait, si on suit les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire 2 portions de poisson par semaine et par habitant, si vous l'appliquez aux 7 milliards d'êtres humains, on atteint le double de ce qu'il y a comme poisson dans l'océan. Donc c'est absolument pas jouable. Comme on l'a dit, l'océan, c'est le premier poumon de la planète.
la première source d'oxygène grâce au phytoplancton, le premier puits de carbone. S'il fonctionne, c'est grâce à la vie marine. Ce n'est pas l'étendue d'eau salée qui régule tout ça. C'est la vie marine, du phytoplancton à la baleine, en passant par les requins, les thons, les phoques et les sardines. Donc en fait, les poissons sont d'abord et avant tout les ouvriers du climat qui nous permettent de respirer, avant d'être une ressource alimentaire. Et on a du mal à les percevoir autrement que comme une source de protéines. Ce qui peut fonctionner, c'est si ceux qui en ont un besoin vital en mangent, mais uniquement ceux qui en ont un besoin vital. Le problème, c'est l'écrasante majorité de gens qui peuvent très bien s'en passer et qui en consomment de la même façon qu'ils consomment des carottes ou des pommes, en fait. La consommation en poisson, elle a explosé ces dernières années. Aujourd'hui, en termes de capacité de pêche, on est en surcapacité grâce aux subventions européennes, hein, parce qu'on finance des bateaux-usines qui sont capables d'aller de plus en plus loin, pêcher de plus en plus profond et ramener de moins en moins de poissons, qui ne sont économiquement absolument pas viables. Ils sont viables parce qu'ils sont sous perfusion, parce que l'argent de nos impôts finance la destruction de l'océan, qui permet en fait de répondre à une demande en poissons qui est complètement déraisonnable. Donc en fait, on est en train de dévorer l'océan vivant, et à côté de ça, effectivement, on l'utilise aussi comme une déchetterie. Le plastique, c'est sans doute la deuxième plus grosse menace qui vient tout de suite après celle de la pêche. Sauf qu'en fait, les macro-déchets dans l'océan, 70% des macro-déchets plastiques, c'est les résidus des engins de pêche. Voilà. Donc ça reste encore lié à la pêche. Donc effectivement, il y a tous les objets du quotidien, les bidons de lessive qu'on peut retrouver dans les estomacs des baleines, etc. Donc ça, c'est important. Hein. Mais ça va parce que d'ici à 2040, on va interdire le plastique à usage unique en France. Donc je pense qu'on est bon, on est content. On est avant-gardiste, on est un exemple pour l'Europe, comme l'a dit Brune Poirsin. Et donc voilà, tout ça, ça nous ramène aussi beaucoup à la pêche. Et là, enfin moi, c'est ce que je réponds souvent aux gens qui me disent comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider dans vos missions, avant même de dire soutenez Sea Shepherd, parce qu'on a besoin de sous, parce qu'on a besoin de bénévoles. On dit est-ce que le poisson qui est dans votre assiette, il est vital pour vous? Non. Vous pouvez vous en passer. Le meilleur service que vous puissiez rendre à l'océan, c'est de laisser ce poisson dans l'océan. Voilà. C'est pas forcément un message qui est facile à entendre. Quand on a fait la journée mondiale pour l'océan en juin dernier, on parlait énormément de plastique. Je pense qu'il n'y a plus personne aujourd'hui pour remettre en question le fait que le plastique à usage unique, c'est une aberration et qu'il faut arrêter. Par contre, réduire drastiquement, voire arrêter sa consommation en poisson, c'est un message qui passe plus difficilement parce qu'on touche à la nourriture. Et surtout en France, on est très à cheval là-dessus. Et donc, c'est un peu plus touchy. On n'a pas envie... Là, tout de suite, ça devient de l'écologie punitive. Or, c'est juste une question de responsabilité, en fait. Le poisson qu'on mange aujourd'hui, pour beaucoup, on le pique à ceux qui en ont plus besoin. Donc, dans les pays en Afrique, notamment, où on multiplie les campagnes ces dernières années, où on a des pêcheurs locaux qui sont à genoux, qui ne peuvent absolument pas rivaliser avec les flottes de pêche étrangères qui sont en train de piller leurs eaux territoriales pour nous fournir, nous, en poisson. Voilà. Ça marche. Alors, on a 1 heure. Donc, le challenge, c'était de ne pas rester 1 heure sur les questions des problématiques. Mais comme vous avez vu le titre de cet événement, c'est bien comment agir pour sauver les océans. Donc, on pourrait en parler longtemps, de la surpêche, de la pollution plastique, de l'acidification des océans, etc. Mais comme tu étais justement en train de parler de responsabilité, de service qu'on a à rendre finalement à cet océan dont on dépend tous, à différentes échelles, de différentes manières. Donc maintenant, on vient aux solutions. Et l'objectif, c'est que vous sortiez de cette soirée avec des solutions, que vous ayez en tête les grands chiffres. On va en discuter, on vient d'en discuter, on va les rementionner. Vous allez voir, ça va ressortir forcément, ces grands chiffres qui nous marquent, qui ne nous laissent pas indifférents. Mais l'objectif vraiment, c'est que vous sortiez de cette soirée avec cette petite étincelle en plus, cette petite goutte d'espoir en plus, et peut-être tout simplement ces idées à partager autour de soi. Parce qu'après tout, agir pour l'océan, c'est peut-être d'abord, ensemble, comme cet événement est peut-être un des meilleurs exemples, joindre nos forces au sein d'organisations comme les vôtres. Surfrider, Sea Shepherd, on en entend beaucoup parler, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'investir auprès de vos organisations, pour s'unir, nous, en tant que citoyens, et défendre vos combats, qui sont aussi les nôtres, qui sont les nôtres à tous, pour notre mère, justement. Donc, comment s'investir auprès de vos organisations et quels sont les grands projets en cours au sein de vos organisations ces derniers mois, ces dernières années ou les projets à venir?
Allez-y, je vous laisse choisir qui veut commencer. Okay. Du coup, Surfrider, comme son nom l'indique, c'est une association qui a été créée par des surfeurs en 1990 à Biarritz, dans le but de protéger leur spot de surf. Donc c'est vraiment parti de la base, du terrain. Pourquoi les surfeurs ? Parce que les surfeurs sont dans l'eau toute l'année. Donc ils étaient directement impactés en fait par les problèmes de pollution de l'océan, par du coup la qualité de l'eau, par les déchets aquatiques. Et donc ils ont décidé de se mobiliser et de faire comprendre aux politiques qu'il y avait un problème et qu'ils devaient agir pour améliorer la qualité des eaux. Donc, en fait, le premier combat, en tout cas, que vous pouvez mener pour protéger l'océan, c'est nous rejoindre, c'est mobiliser. C'est devenir un lanceur d'alerte d'une pollution que vous voyez sur le littoral. Donc, ça veut dire faire partie de notre programme Surfrider Coastal Defender, donc les défendeurs du littoral. Donc voilà, alerter sur un problème de pollution, comme ça a été le cas par exemple à la décharge de Dolmar, dans le nord de la France, où on a des bénévoles qui nous ont alertés sur le fait que cette décharge se dégradait directement dans l'océan, dans la mer en l'occurrence. Et nous derrière, en fonction de la problématique, on va mener des actions qui peuvent être des actions juridiques, qui peuvent être des actions de mobilisation, qui peuvent être des actions de sensibilisation en utilisant les médias pour amener un regard sur cette pollution. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, ça peut être tout simplement partager le message. Donc sur nos sites, évidemment, il y a tout un tas d'informations, mais c'est faire passer le message autour de vous que nos comportements au quotidien ont un impact sur l'océan et qu'on peut changer, chacun notre tour. En changeant son comportement individuellement, en partageant le message, on devient en fait une communauté qui agit et qui impacte effectivement positivement l'environnement. Donc voilà. Et enfin, c'est nous rejoindre, donc devenir effectivement bénévole ou nous soutenir financièrement, mais donner de votre temps et venir partager avec nous ces actions que l'on mène de sensibilisation. Ça veut dire aller parler au grand public, ça veut dire participer à des stands de sensibilisation, ça veut dire faire des activités d'éducation à l'environnement, puisque évidemment, si on veut changer notre société, il faut commencer par nos enfants, par la génération future. Et donc, c'est venir avec nous dans les écoles, faire des activités pour faire prendre conscience aux enfants qu'il faut réduire ses déchets, que notre consommation a un impact sur l'environnement, mais qu'on peut faire changer les choses. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et également à vous mobiliser dans des marches, dans des manifestations, la marche pour le climat, la marche pour l'océan qu'on a organisée, c'est aussi faire porter votre voix, montrer que l'océan compte. Parce qu'on a du mal, quand on est à Paris, on est très loin de l'océan, on a du mal à se rendre compte en fait que c'est nous qui impactons directement l'océan, nous, tout le monde en fait. Et l'océan est un et unitaire, et tout ce qui se passe en fait à un endroit de la planète va impacter le reste de l'océan. Donc c'est vraiment important aussi de se rappeler que l'océan fait partie de nous, qu'il nous permet de respirer et qu'on doit aussi lui rendre hommage en manifestant, en se disant que nos actions ne doivent pas simplement être sur les arbres et sur ce qui nous entoure, mais également sur l'océan qui est loin de nous. Parfait, très très bien. Lamia, qu'est-ce que tu voudrais nous partager ? Alors, Sea Shepherd, c'est une ONG essentiellement anti-braconnage à la base. Elle a été créée donc, par le capitaine Paul Watson en 1977, après qu'il ait quitté Greenpeace. Et les premiers faits d'armes, ça a été de couler des baleiniers à quai. Puisque en fait, le modus operandi, vraiment, c'est de dépasser la protestation et de lutter contre les activités illégales, mais vraiment d'empêcher les activités illégales, donc dépasser juste la dénonciation. Donc aujourd'hui, la stratégie, c'est d'empêcher ce qui est illégal et de dénoncer ce qui est légal, mais qui devrait changer, comme le carnage de la pêche industrielle, par exemple, qui est encore légal, ou certaines pollutions. Voilà, donc les images dans l'imaginaire des gens, c'est vrai que c'est des missions qui sont très coup de poing, qui peuvent être dangereuses. En l'occurrence, c'est le cas, puisque quand on embarque sur un bateau de Sea Shepherd, on signe un papier où on dit qu'on accepte de prendre des risques, qu'on accepte de risquer sa vie même. Pour une baleine ? C'est ça ? Ouais. En l'occurrence pour une baleine, mais ça marche aussi pour les thons et pour les requins. Voilà, c'est vrai que les baleines, c'est particulièrement charismatique et ça parle beaucoup aux gens. Mais nous, on fait des missions pour toutes les espèces marines. Malheureusement, ça fait beaucoup moins de bruit quand on fait des missions pour les concombres de mer. Pourtant, ils font partie de l'écosystème marin, ils sont en train de disparaître, ils ont besoin d'être protégés aussi. Donc voilà, ça c'est la particularité de Sea Shepherd, mais en fait aujourd'hui, c'est vrai que ça a beaucoup évolué quand même, parce que quand moi j'ai rejoint il y a 15 ans, on avait un seul bateau, aujourd'hui on en a 12, on agit à peu près sur tous les océans de la planète, même si on n'arrive pas à être partout où on le voudrait.
Par exemple, on aimerait bien pouvoir s'occuper un peu des navires-usines qui sont dans le nord de la France, là, la pêche électrique, mais en fait, nos bateaux, ils sont déjà complètement à bloc, mobilisés en Afrique. On en a un qui est arrivé avant-hier à La Rochelle pour la mission qu'on prépare, mais j'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure, qui s'appelle l'opération Dolphin Bycatch sur les captures de dauphins, puisqu'on a des milliers de dauphins qui sont tués chaque année sur la façade atlantique française. Donc voilà, on pointe du doigt les îles Féroé, le Japon, qui tuent les dauphins dans un bain de sang absolument horrible. Mais chez nous, on en tue encore plus. C'est beaucoup plus insidieux. Donc là, pour le coup, typiquement, c'est un exemple de dénonciation de quelque chose qui est légal et qui doit changer. C'est légal d'utiliser des méthodes de pêche qui ne sont pas du tout sélectives sur les zones habitat d'espèces protégées. Les dauphins sont protégés en France, sont protégés en Europe. Mais on va sur leur zone de vie et on balance des milliers de kilomètres de filets de pêche chaque jour dans le golfe de Gascogne, des chalutiers qui traînent des énormes entonnoirs qui capturent les dauphins, et c'est légal. Et on en a des milliers qui meurent chaque hiver, et on appelle ça des captures accidentelles. Et ça fait 30 ans que ça dure. Et nous, on dénonce le fait que ça n'a absolument rien d'accidentel. C'est quelque chose qui est prévisible, qui est évitable. Les dauphins sont sacrifiés. Et ils sont sacrifiés, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, à notre surconsommation en poisson. Parce que si ces méthodes de pêche-là, elles ont été mises en place par l'Ifremer, qui est un organisme d'État, c'est pour répondre à une demande qui grandit en poisson. Et donc aujourd'hui, on ne fait plus dans la dentelle. On y va et on tape sur tout ce qui bouge. Et les dauphins en font les frais. C'est la même chose avec les requins. D'ailleurs, on a fait une communication récemment sur un requin-renard à gros yeux qui est une espèce protégée en France. Ça va m'amener sur le fait qu'on dénonce le fait qu'il n'existe pas d'espèces marines protégées en France. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Sur le papier, il y en a, mais dans les faits, il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que vous vous retrouvez avec un requin renard à gros yeux, espèce protégée, interdite à la pêche, qui est en promotion à Intermarché ou à Leclerc ou même dans la poissonnerie locale du coin. Et c'est légal. Et les gens se demandent mais comment ça peut être légal ? C'est légal parce qu'en fait, si les bateaux de pêche les capturent accidentellement, pour ne pas gâcher ce qui a été capturé accidentellement, on autorise la vente. Voilà. Mais ils sont capturés accidentellement parce qu'on autorise ces méthodes de pêche qui sont susceptibles de les capturer, qui les capturent par milliers. Et ensuite, ça rentre dans le circuit économique et tout va bien. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas d'espèces protégées en France. Et les aires marines protégées sont une vaste fumisterie. On était au colloque des aires marines protégées plutôt au mois d'août, je crois. C'était au mois d'août. Voilà, on fera un rapport là-dessus parce qu'il y a le rapport sur ce colloque qui va sortir au mois de mai. On fera le contre-rapport du colloque des aires marines protégées. Le titre, juste pour vous donner une idée, c'est la vie marine, grande absente du colloque sur les aires marines protégées. Voilà, on se targue d'avoir 20% d'aires marines protégées. Macron nous annonce que son objectif ambitieux, c'est de passer à 30%. Sauf qu'en fait, dans les faits, quand vous regardez l'efficacité des aires marines, on est à 0,2%. C'est vraiment une coquille vide. Voilà, donc pour en venir à Sea Shepherd et la façon dont on peut aider, tout le monde n'est pas forcé d'aller à l'autre bout du monde pendant des mois et risquer sa vie sur les plages de Mayotte ou à l'autre bout du monde. Nous, on pense qu'en fait, ce qui rend un mouvement très fort, c'est la multiplicité des talents. On a tous des compétences particulières. Parmi vous, parmi ceux qui se préoccupent du sort de l'océan, il y a des avocats, il y a des artistes, il y a des enseignants, il y a des poètes, il y a des dessinateurs, il y a des mathématiciens, des informaticiens, voilà. Et souvent, quand les gens nous disent « qu'est-ce que je peux faire pour vous ?», moi j'ai envie de dire à vous de me dire en fait ce que vous pouvez faire pour nous. Qu'est-ce que vous savez faire de mieux ? En quoi vous pensez pouvoir contribuer le plus à soutenir le mouvement ? Plus on aura une multiplicité de talents complémentaires, et plus on sera fort. C'est la même chose que la force d'un écosystème, en fait. Plus on a d'espèces complémentaires et variées, plus l'écosystème est fort. Et donc, ça marche au sein d'une organisation, et ça marche même au sein du mouvement. C'est pour ça que toutes les approches, elles sont intéressantes. Que ce soit l'action directe, comme le fait Sea Shepherd. On fait aussi maintenant de plus en plus de communication, mais ça peut être même des associations qui ne feraient que de la sensibilisation, ou qui se focaliseraient sur les enfants, qui se focaliseraient sur tel ou tel créneau. Vraiment, c'est la complémentarité de tout ça. À partir du moment où c'est fait avec le bon état d'esprit, vers un but commun qui dépasse en fait toutes les organisations et tous les individus. On est tous au service d'une cause qui nous dépasse. Au-delà des étiquettes, si l'océan meurt, on meurt tous. Et donc, voilà, je pense que si on y va avec le bon état d'esprit, c'est comme ça qu'on sera fort. Non, mais complètement. Il y a cette force du commun qu'on a tendance à sous-estimer.
Mais cette force du commun, lorsque, comme tu dis, si c'est un engagement qui vient de l'intérieur, et je pense que c'est la même chose pour vos 2 organisations et les bénévoles qui en font partie, si c'est bienveillant, si c'est sincère et si on n'attend rien en retour, finalement, à part cet océan, un océan sain dont on dépend tous, je pense que ça peut vraiment, vraiment peser. Mais il y a aussi quelque chose, quand on parle de protection de l'océan, de préservation, qui nous dépasse, parce que les problématiques, elles nous dépassent elles-mêmes. Les chiffres sont grands, et on a l'impression que finalement, on ne pourra jamais avoir cet impact suffisant à l'autre bout du monde. On a toujours cette tendance à vouloir sauver la planète. Je parlais au début de la session de super pouvoir, mais on a aussi ce super pouvoir de juste regarder dans son propre jardin, de se ramener sous son propre toit. Et là, tu parlais de problématiques en France. On parle des îles Féroé, on s'embarque au Japon et on dit « Oh là là, c'est catastrophique ce qui se passe ». Mais il faut retirer il faut bien utiliser des jumelles et puis regarder plus près ce qui se passe autour de nous, donc en France, mais aussi très bien ce qui se passe dans notre quartier, dans nos villes et sous notre toit. Donc venons-en à cette... tu parlais, Diane, de la force du commun, j'avais bien aimé ton expression, mais justement, il y a aussi cette force de l'individuel, et je pense qu'il faut vraiment y croire, cette petite goutte d'eau qui fera ce plus. On a tendance à penser que c'est utopiste, que c'est juste pour avoir bonne conscience. Qu'est-ce que vous en pensez ? On a parlé de consommation, on a parlé de choix, on a parlé d'alimentation, d'usage au quotidien, de questions de plastique, parce que comme la phrase de Surfrider, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc quel est votre point de vue par rapport à cette force de l'individuel, du citoyen ? Voilà, donc je ne sais pas, Lamia ou Diane, qui veut commencer, mais voilà. Et puis la vision aussi de vos organisations par rapport à cette question, les recommandations ? Moi, je vais donner des tips, on va dire, des actions que vous pouvez mener au quotidien, parce que oui, c'est possible de faire changer les choses. Et si on veut contribuer à faire changer les choses, il faut commencer par changer soi-même. Et c'est pas si compliqué que ça, il faut juste y aller par étapes. C'est sûr qu'on ne change pas du jour au lendemain, on ne devient pas zéro déchet du jour au lendemain, on ne devient pas zéro carbone du jour au lendemain. Mais voilà, il faut se donner des étapes et il faut se dire que c'est possible jour après jour, en intégrant en fait ces nouvelles façons de consommer, ces nouveaux modèles de vie en fait, petit à petit, pour que ça devienne naturel. Donc rapidement sur tout ce qui est climat, puisque c'est l'actualité avec la conférence sur le climat à Madrid, on peut effectivement réduire son impact sur le climat en choisissant des transports plus doux, en tout cas en termes d'émissions de carbone, donc préférer son vélo par exemple plutôt que sa voiture. Limiter effectivement les avions. Ça veut dire aussi réduire sa consommation d'énergie, ça veut dire réduire sa consommation d'eau. Et donc, du coup, tout ça, ça peut se faire facilement au quotidien. Sur la partie plastique, puisque c'est vraiment un gros sujet d'actualité pour nous en ce moment, ne serait-ce que pour la loi qui est en ce moment, mais aussi au niveau européen ou international, ce sont des discussions qui sont en cours. On n'a jamais autant parlé de pollution de l'océan en termes de pollution plastique, parce qu'aujourd'hui, on a la capacité de montrer cette pollution. On a des vidéos qui nous montrent l'étendue de la pollution plastique, qu'on ne voyait pas, puisque la majorité, en fait, coule au fond de l'océan et se dégrade en microparticules de plastique. Donc quelque chose qui, avant, était complètement inconnu et qui, aujourd'hui, de plus en plus, fait partie de notre quotidien. Donc on peut changer, effectivement. Ça commence dès le matin, en fait, quand vous vous levez chez vous, dans votre salle de bain. Vous regardez tous les produits plastiques qu'il y a autour de vous et vous pouvez les réduire. Les flacons de shampoing, de gel douche, de votre dentifrice, tout ce qui va être gommage. Donc là, vous pouvez effectivement passer à des produits sans emballage. Vous pouvez passer aussi à tout ce qui est la slow cosmétique, donc faire vos propres cosmétiques, faire votre propre dentifrice, faire votre propre gommage à partir d'éléments naturels. Donc au lieu de prendre un gommage avec des microbilles de plastique qui vont se retrouver directement dans l'océan, puisque ça ne peut être filtré. Je vous rappelle qu'une microbille de plastique, c'est donc une petite bille de plastique qui fait moins de 5 mm. Donc c'est impossible à filtrer. Une fois que c'est dans l'océan, ça y est pour toujours. Et vous pouvez préférer des alternatives naturelles avec du marc de café, du sucre, du sel. Enfin, il y a plein de recettes qui existent. Donc je vous invite à aller voir et vous renseigner sur la slow cosmétique. Donc ça commence dans sa salle de bain. Après, on s'habille. Je passerai sur les microfibres textiles, mais ça va être plutôt choisir du seconde main. Donc faire attention quand vous lavez vos vêtements. Effectivement, si vous pouvez avoir un sac, puisqu'on sait que l'une des premières sources de pollution de microplastiques, c'est les microfibres textiles.
Donc tout le monde consomme du plastique et tout le monde produit cette pollution-là. Donc c'est quelque chose sur lequel on est aussi en train de travailler, mais qui au quotidien, donc ça peut être lavé à froid et limiter aussi les vêtements neufs. Ensuite, vous partez au travail et donc vous emportez avec vous, effectivement, votre repas dans une petite boîte réutilisable avec votre gourde pour éviter d'aller acheter à emporter avec un sac en plastique, une boîte en plastique, une bouteille en plastique. Donc là, c'est quelque chose vraiment de facile à mettre en œuvre. Il faut juste y penser. Donc le changement, en fait, c'est penser à partir le matin avec son sac réutilisable, avec sa boîte à repas et avec sa gourde. Quitte à aller en fait au commerçant ou votre restaurant préféré et lui demander de vous verser directement dans votre plat à vous la nourriture que vous voulez consommer. Ensuite, du coup, vous allez faire des courses avec votre sac réutilisable plutôt qu'avec un sac en plastique. Donc là, en fait, tout au long de votre journée, vous vous rendez compte que vous pouvez changer. Et puis, vous allez au bar, et là, au lieu de prendre un verre en plastique pour votre bière, eh ben, vous prenez une Eco-Cup avec une consigne. Ou bien, vous achetez une boisson qui va être consignée. Donc là, c'est facile, en fait, au quotidien, par vos choix de consommation, de réduire, en fait, votre consommation de plastique. Et on se dit souvent que tout seul, on ne peut pas changer. Mais au final, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas simplement des consommateurs, on est des acteurs. On peut réellement devenir acteur de sa propre consommation et arrêter d'être esclave de l'offre, mais faire changer l'offre et rappeler qu'on a un pouvoir de consommateur. Donc si tous ensemble, on choisit de ne plus consommer de plastique, de ne plus acheter de plastique, au final, les producteurs, les industriels vont être obligés de changer aussi leurs produits et de s'adapter. Donc voilà ce qu'on peut faire au quotidien. Et pour vous aider, on a une application chez Surfrider qui s'appelle Ocean Zero, que vous pouvez télécharger et qui vous lance en fait des défis tous les jours pour justement vous aider, vous accompagner à réduire votre impact sur l'océan et à passer progressivement à tout ce qui va être zéro déchet. Voilà. Super, parfait. C'était la journée by Diane Beaumenet. Du coup, chez Sea Shepherd, Lamia, quelles sont les grandes lignes, entre guillemets, les grandes recommandations? Ça commence dans l'assiette, c'est ça? Ouais, clairement, ça commence dans l'assiette. Et pas que le poisson. La viande, aujourd'hui, il y a près de 40% des poissons qui sont pêchés qui servent à nourrir les animaux d'élevage et les poissons d'élevage. Il faut 7 kilos de poissons sauvages pour faire 1 kilo de saumon d'élevage. Et aujourd'hui, l'industrie de la viande, c'est la première cause de création de zones mortes dans l'océan. Première cause de pollution des nappes phréatiques, première cause d'émissions de dioxyde de carbone. C'est plus que tous les transports réunis, tous, automobiles, avions, trains. Voilà. Première cause de pollution de l'eau, c'est 13 000 litres d'eau pour faire 1 kilo de viande de bœuf. Voilà, c'est à peu près l'équivalent de 600 douches. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'un végétarien qui roule en 4x4 pollue moins qu'un omnivore qui roule à vélo. Voilà, ça c'est une équation qui est absolument insoluble. C'est la première cause de déforestation en Amazonie. On a beaucoup parlé des feux en Amazonie l'été dernier. Et j'ai une discussion que j'ai entendue dans un bistrot qui est quand même assez révélatrice du gap en fait, dans la prise de conscience qui reste à franchir. C'est un gars qui est au bistrot et qui dit « Ah, t'as vu quand même les feux en Amazonie, c'est catastrophique. » Donc le baron qui lui dit « Ah ouais, effectivement. » Et l'autre qui lui dit « Mais ils nous font chier en plus avec leur soja, là, on s'en fout du soja. C'est dégueulasse en plus le soja, là, les végétariens, ils nous font chier avec leur soja. Moi, je préfère ma bonne côte de bœuf, hein, et puis qu'ils gardent leur soja, là, au Brésil. » Voilà. Donc le gars n'a pas compris qu'en fait tout ce soja c'est pour nourrir le bœuf qu'il mange, quoi. Et donc et la France est, je crois, le 2e ou 3e importateur mondial de soja amazonien. Donc voilà. Encore une fois, la question de l'alimentation, elle est cruciale et elle est en même temps elle est épidermique. Parce que on se considère que ce qu'on a dans son assiette, ça nous regarde, sauf qu'en fait non, ça regarde tout le monde. Et surtout on ne peut pas survivre sur cette planète avec 7 milliards d'omnivores. Si on y arrive aujourd'hui, c'est parce qu'il y en a plein qui n'en mangent pas, parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Et aujourd'hui, la façon dont on consomme les protéines animales, elle est absolument intenable. En plus du fait qu'on tue quand même 70 milliards d'animaux. Je ne compte même pas les animaux marins. Dans des conditions qui sont absolument inhumaines, dans lesquelles on perd tous un peu notre âme là-dedans. Il y a un gros problème éthique, en plus d'un problème environnemental. Donc voilà, ça commence effectivement dans l'assiette. Moi, je suis bien placée pour savoir que c'est compliqué parce que, franchement, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé les animaux et j'ai toujours eu cette sensibilité à la nature, à l'écologie. Et pourtant, j'ai mangé de la viande et du poisson jusqu'à assez tardivement, parce que j'ai arrêté d'en manger il y a une quinzaine d'années à peu près, un peu moins.
Voilà. Et quand j'ai rejoint les bateaux de Sea Shepherd, d'ailleurs, il y a 15 ans, je mangeais encore de la viande et du poisson. J'ai arrêté de manger du poisson avant d'arrêter de manger de la viande, mais parce que j'ai eu cette conscience, en fait, cette prise de conscience, de me dire, mais en fait, on est trop nombreux pour manger du poisson, et sachant cela, ben, j'en ai dans mon assiette. Moi, je peux m'en passer plus facilement que certains dont la terre ne donne pas grand-chose. Donc voilà, il y a cette idée aussi qui est de dire, bon, ben, réduisons tous notre consommation en poisson. Le problème avec ça, et c'est pour ça que nous, on a un point de vue qui est plus radical que ça, c'est qu'en fait, ça ne va pas suffire qu'on réduise notre consommation en poisson. Il faut qu'une grosse partie des gens arrêtent complètement, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, cette histoire de 2 portions de poisson par semaine et par habitant, c'est déjà 2 fois trop. Donc voilà, c'est hyper simple en fait. La meilleure chose que vous puissiez faire pour l'océan, ça passe vraiment par l'assiette. Après, bon, toutes les questions effectivement, de consommation en plastique, ça semble le b.a.-ba. Et en même temps, c'est super difficile parce que voilà, on oublie son cabas. On va s'acheter quand même un paquet de gâteaux qui est emballé. Même moi qui suis très consciente du problème, ça m'arrive de faire des écarts. Alors, je m'auto-flagelle pas, hein, mais disons qu'en fait, je pense qu'il va falloir plus que juste cette volonté individuelle. Il va falloir qu'on nous oblige à le faire. Il va falloir faire passer des lois, et pas en 2040, parce que je pense que ça ne va pas être jouable. L'océan ne va pas tenir aussi longtemps, la planète ne va pas tenir aussi longtemps. C'est comme si, en fait, c'est une bombe à retardement qui va nous péter à la gueule à tous. Aujourd'hui, la sécurité routière, par exemple, on plaisante pas avec ça. On se dit pas, bon, on va sensibiliser tout le monde aux limitations de vitesse, et puis on verra si ça passe. Ben non, il y a une loi, il y a des radars, il y a des amendes, il y a des peines de prison quand on fait n'importe quoi, parce qu'on met en danger autrui, on se met en danger nous-mêmes. Et ben pour ces questions-là, c'est la même chose, c'est même plus que ça, puisque en fait, l'écologie, c'est la première cause humanitaire au monde et ça nous concerne tous. Et on est complètement mou du genou là-dessus. Vous voyez, c'est un peu ce que ça a suscité comme réaction, le simple fait que des militants d'Extinction Rébellion se posent sur un pont sans emmerder personne. Là, c'était partout, attention, on est en train de glisser sur la pente terroriste. Vous voyez un peu comment la France est paralysée pour les retraites aujourd'hui ? Mais en 2048, on a un effondrement des pêcheries commerciales. En 2048, ça peut être la mort de l'océan. Donc il y aura de retraite pour personne. Et moi, j'attends avec impatience le jour où on sera des millions dans la rue, où on bloquera la France pour protéger l'océan, pour défendre l'environnement. Je pense qu'il n'y a que quand on prendra vraiment le problème au sérieux qu'on y arrivera. Donc les actions individuelles, oui, mais sans se leurrer sur le fait que ça suffit. Il va falloir vraiment mettre la pression. Je pense qu'on ne fera pas l'économie d'une bataille, voire d'une guerre. Ça va être, les années à venir, elles vont être très violentes. Ça commence déjà à l'être. Donc, les Nations Unies prédisent quand même entre 600 millions et 1,2 milliard de migrants climatiques d'ici à 2050. Vous imaginez un peu ce que ça va donner quand on voit la situation, comment on réagit aux quelques migrants qui essaient d'arriver. Enfin, ça va être terrible. Donc, voilà. Il va vraiment falloir qu'on prenne le problème au sérieux. Pour l'instant, on est loin du compte, je pense. Et les problématiques sont nombreuses, les enjeux encore plus, les acteurs aussi. Donc là, on a parlé de nous, du citoyen. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est quand on parle de la transition écologique ou de la crise climatique de manière générale. Moi, j'aime bien l'imaginer comme ça. Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, les filles, donc vous aussi. Cette idée du triangle équilatéral. Au final, il y a trois angles. Donc ça doit venir du haut, du public, ça doit venir du public, je parle des institutions publiques, du privé, ces grandes entreprises, ces grands producteurs, etc. Mais aussi de nous, cet individu, ce citoyen. Et je pense que face à l'urgence, et on était plutôt d'accord sur ce point-là, que face à l'urgence, on n'a clairement pas le temps de remettre la cause sur les épaules d'un de ces angles. Et de dire... ah mais non, de toute façon, il faut que ça vienne du haut parce que moi, ma petite goutte, elle ne changera rien. Ou de dire, non, il faut que ça vienne de Coca-Cola parce que les bouteilles en plastique. Et clairement, face à l'urgence, on n'a pas le temps. Donc, on a parlé de la force du commun, de l'action individuelle. Donc, on peut dire qu'ici, dans cette salle, on est plutôt convaincus. Et il y a un point, et c'est le dernier échange de ce soir,
qui serait quel discours avoir auprès de ceux qui ne le sont pas, ceux qui ne sont pas convaincus. Parce que même si nous, entre nous ce soir et ici sur le plateau, on sait qu'il faut agir, on en a conscience, le déni il est là, le silence il est là, et le climato-scepticisme il est là. Qui a vu la vidéo passer depuis une semaine sur la vidéo de la prise de parole du sénateur australien? Qui? Ok. Bon, ça fait à peu près la moitié de la salle. Donc le sénateur australien qui prend la parole au Sénat en Australie. Wish Wilson. Une vidéo que je vous recommande de regarder sur Brut, qui impacte, qui vous laisse pas indifférent, qui vous marque dans son contenu, mais aussi dans sa forme, et notamment par rapport à la réponse des autres sénateurs. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte, en fait, on est un petit peu dans notre bulle, et dans notre goutte, et qu'est-ce qui se passe ailleurs? Donc là, le dernier échange, il serait autour de cette question, quelle est l'approche, quelles sont les différentes approches qu'ont vos deux organisations auprès de ces personnes, que ce soit des politiciens, que ce soit des acteurs privés? Quel est votre dialogue? Comment entrer en contact? Et comment évolue votre dialogue entre ces différents acteurs et le citoyen? Quelle est votre position et comment vous faites justement évoluer ce dialogue? Et puis finalement, comment nous, citoyens, on pourrait, grâce à notre voix, parce qu'on a parlé de nos actions quotidiennes, mais grâce à notre voix, comment on pourrait lever notre voix pour qu'elle ait elle aussi un impact? Vas-y Diane, vas-y. Alors, beaucoup de questions. On parlait tout à l'heure effectivement de l'action individuelle, de nous, chez Surfrider, notre capacité à sensibiliser les gens. Mais on ne peut pas demander aux gens de changer si on ne leur apporte pas les moyens de le faire. Donc c'est vrai que ça ne suffit pas et ça a ses limites. Et donc pour lever ces limites, nous, on a aussi tout un volet d'action qui va être d'influencer les politiques. Donc que ce soit au niveau national, enfin que ce soit au niveau local, national, européen ou international, on va en fait confronter les politiques et leur présenter ces problèmes-là. Donc on s'est battu pendant 20 ans, par exemple, pour réussir à faire interdire les sacs plastiques. Et au départ, on ne nous entendait pas du tout. Et tout le monde nous disait que c'était impossible d'interdire les sacs plastiques, etc. Et en fait, on était tout le temps là, à rabâcher, à expliquer pourquoi les sacs plastiques, ça pollue, qu'il y a des alternatives qui existent, et qu'au final, en plus d'apporter des éléments scientifiques, qu'on met 2 secondes à le produire, qu'on utilise environ 20 minutes, et que ça va mettre plus de 400 ans à se dégrader dans l'environnement. Et ça va dépendre effectivement du milieu. Et quand je parle de dégradation, je parle de fragmentation en microparticules de plastique, voire nanoparticules de plastique qui ne disparaissent jamais, qui se transfèrent juste dans l'air, dans l'eau. Et c'est pour ça qu'on en retrouve partout actuellement. Donc même si on arrive avec des études scientifiques qui prouvent qu'il y a du plastique partout, qui prouvent que ce plastique-là transporte des éléments chimiques toxiques, des perturbateurs endocriniens qui entrent dans la chaîne alimentaire via les poissons, et qui nous contaminent indirectement et dont les impacts sont pour l'instant pas encore complètement reconnus, mais on sait qu'il y a des impacts, et ben ça suffit pas. Il faut arriver aussi avec des études économiques qui prouvent et qui compensent donc que l'industrie du plastique, on va pouvoir la compenser par une industrie novatrice, par des alternatives réutilisables, par la mise en place d'un système de consigne, par la mise en place de laveuses en local. Donc il nous faut aussi des études économiques pour contrebalancer l'industrie, et il nous faut aussi des études sociales qui vont montrer que l'impact sur les emplois, parce qu'on va demander à changer un modèle économique et une industrie, peut en fait se transformer en autre chose. Et qu'un système, si jamais on veut le changer, effectivement on peut passer par ce qu'on fait actuellement petit à petit, par étapes, donc les transformer, amener un changement, une réorientation professionnelle, une réorientation de notre industrie, mais il faut aussi changer de modèle économique, et donc ça peut aussi passer par une révolution. On peut en parler, ça mène une autre discussion, mais bon, c'est une réalité. L'autre sujet, c'est qu'on peut... Enfin, nous, on va du coup dialoguer avec les citoyens, on se fait en tant qu'association en fait, le relais entre les citoyens et les politiques, donc pour à la fois porter la voix de ceux qui nous représentent, donc des adhérents de l'association, des gens qui nous suivent, des citoyens qui portent la cause de l'océan auprès des politiques et leur demander de changer. Pas simplement au niveau national, parce qu'on sait qu'on est dans un modèle économique interdépendant et que du coup,
par exemple, tout ce qui se passe au niveau français va aussi dépendre du commerce européen et aussi de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, du coup, il faut aller chercher les pays, il faut aller les challenger. Il faut montrer qu'en fait, on a plus de raisons de changer que de ne pas changer. Même si ça coûte plus cher aujourd'hui, c'est un investissement sur l'avenir. Si on ne change pas aujourd'hui notre modèle économique, demain, il n'y aura plus d'océans à protéger. Donc, il faut aller dialoguer avec ces parties prenantes-là. Il faut aussi aller dialoguer avec les industries pour aussi leur rappeler que ce qu'ils font, c'est pas bien, ça pollue, et qu'ils peuvent changer. Aujourd'hui, on ne peut pas changer notre société si on n'amène pas tout le monde à changer, donc les acteurs économiques, les citoyens et les acteurs politiques. Et vous, en tant que citoyen, vous pouvez toujours choisir, donc je le disais tout à l'heure, vous pouvez voter à la caisse, mais vous pouvez aussi voter dans les urnes. Donc c'est choisir des représentants politiques qui défendent l'océan. Et ça veut dire aussi, au niveau local, aller challenger votre maire et vous dire, bah voilà, il n'y a pas assez de poubelles dans les rues ou il n'y a pas assez de commerces en vrac. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas la possibilité d'avoir des commerces en vrac à tous les coins de rue? Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas en place des cendriers si les gens oublient d'avoir son cendrier de poche sur soi? Pourquoi vous ne sanctionnez pas les gens qui jettent leur mégot, puisque un mégot, ça pollue 500 litres d'eau? En termes de pollution chimique, il y a plus de 5000 substances chimiques qui restent dans un mégot et qui vont directement contaminer l'eau. Donc voilà, on peut aussi, et ça il ne faut pas l'oublier, nos politiques nous représentent. Donc si leurs actions ne correspondent pas à nos attentes, on peut aussi aller les voir et les challenger, soit directement, soit en manifestant. Mais il ne faut pas oublier qu'en tant que citoyen, on a ce pouvoir-là. Même si on n'y croit plus, on a toujours ce pouvoir-là de pouvoir faire changer les choses. Donc moi, voilà, je vous recommande en tout cas d'y aller. Super, parfait. La vision, ta vision et la vision de Sea Shepherd. En fait, moi, je trouve qu'il y a une phrase de Voltaire qui résume bien le problème. C'est que dans une avalanche, aucun flocon ne se sent responsable. Donc, les responsabilités, elles sont diffuses. Et nous, on s'en rend bien compte quand on alerte sur une situation. Par exemple, au hasard, la surpêche. Eh ben, les gens vont nous dire, ah bah oui, mais... voilà, s'il n'y a pas de loi pour protéger ces animaux, est-ce que c'est de ma faute à moi qui consomme ce poisson? Le politique, lui, va nous dire non mais attendez, moi je me présente avec un programme écologique radical où en gros j'interdis les méthodes de pêche non sélectives, soit plus de 80% de la pêche en France, ben, c'est clair, je ne suis pas réélu, donc ça ne m'intéresse pas. Et puis les entreprises, elles nous disent que elles répondent aussi aux consommateurs. Hein. Je me souviens de... Bon, c'est pas lié à l'océan, mais ça m'avait marqué comme exemple, c'était Lotus qui en fait déforestait des forêts primaires pour faire des mouchoirs. Et qui disait bah ouais mais les consommateurs ils ont envie d'un papier soyeux voilà, et donc chacun se renvoie la balle alors qu'on est tous, absolument tous responsables. Et puis surtout si on commence pas par soi, on perd un peu en légitimité pour pointer les autres du doigt. Pour ce qui est de la France, en plus, vraiment, nous, on a un rôle clé à jouer parce que la France est le deuxième territoire maritime le plus grand au monde, après celui des États-Unis, et on est le seul pays à être présent sur tous les océans de la planète. Notre responsabilité en matière de vie marine et sur l'avenir de l'océan, elle est colossale. On peut changer la donne. Et pour l'instant, on est plutôt en queue de peloton. Alors, quand on dépasse un peu, ce qui est insupportable d'ailleurs, c'est ce discours d'autosatisfaction du gouvernement qui croit donner la leçon, qui croit donner l'exemple, que ce soit sur la question des plastiques ou sur la question des captures de dauphins, parce qu'on avait quand même un François de Rugy qui, au moment où on a sorti les images l'hiver dernier, nous disait que quand même il fallait promouvoir la vision de la France sur la question des captures de cétacés. Donc là, vraiment, c'est à hurler quand on voit à quel point on est à la ramasse complet. On a du sang sur les mains, quoi. C'est au niveau gouvernemental. Et c'est un problème qui est connu depuis 30 ans. Il y a une omerta politique sur le sujet. Donc, qu'il ose en plus tenir ce discours-là, vraiment, c'était insupportable. Bon, sur la fin, avant qu'il se fasse expulser par les homards, il était quand même revenu là-dessus en disant bon, c'est vrai qu'on a des progrès à faire, quoi. Mais bon, voilà, du coup, il n'est plus là. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre. Et rebelote, on retourne à la case départ. Voilà, on a reçu le plan national d'action qui est prévu par le gouvernement sur la question. C'est une fumisterie complète. Donc, c'est pareil, on communiquera dessus pour montrer un peu aux gens à quel point ils se foutent de nous, vraiment. Mais encore une fois, c'est vrai que c'est eux qui sont élus sur la base de leur programme. Et aujourd'hui, ça fait peur aussi aux politiques d'avoir un programme radical. L'ambition du politique, elle est à très court terme. Hein.
C'est des échéances électorales à 5 ans. Donc le gars ou la nana qui va avoir le courage de prendre des mesures un peu antipopulaires pour rectifier le tir, mais qui vont être un peu douloureuses sur le moment, dont les effets positifs se feront ressentir dans 20 ou dans 30 ans, en gros, il est en mode kamikaze, là. Donc c'est aussi à nous de leur faire comprendre, non, en fait, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on attend. Et c'est là qu'on aura les hommes politiques ou les femmes politiques qu'on mérite et que cette planète mérite. Donc au niveau politique, au niveau des entreprises, c'est pareil. Mais il faut faire voter les lois. Il faut contraindre les entreprises. Par exemple, parce que c'est bien aussi, consommateur, c'est hyper important et ça fait partie de la cohérence aussi. Donc voilà, de ne pas acheter n'importe quoi, de ne pas contribuer à quelque chose dont on sait que c'est néfaste et qui va à l'encontre de nos valeurs. Mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est tellement nombreux à s'en foutre complètement. Vous voyez, là, c'est bien, là, on est entre convaincus. Mais à côté de ça, ils sont 10 fois, 100 fois plus nombreux à s'en foutre complètement, à être à des années-lumière de tout ça. Donc là encore, il faut légiférer. Et c'est pas normal que, par exemple, quand on a sorti cette affaire avec le requin renard à gros yeux, on a Intermarché qui nous contacte en disant ok, on va essayer de faire mieux, on va essayer d'interdire maintenant les requins dans les étals de poissonnerie, etc. Bon. En attendant, parce qu'ils ont retiré le requin renard, ils l'ont remplacé par un espadon pêché en Méditerranée en danger critique d'extinction et un thon rouge en promotion. Donc il y a un petit peu de boulot encore à faire là-dessus. Mais c'est surtout que ça ne devrait pas dépendre du bon vouloir des entreprises. Ça devrait être une obligation légale. Voilà. Donc au niveau du législatif, au niveau du politique, au niveau de l'économique et au niveau évidemment du citoyen, il faut tous qu'on se mobilise. Et encore une fois, vraiment, ça en vaut tellement la peine en France pour la question de l'océan parce qu'on a sous notre responsabilité presque l'avenir de l'océan en fait, parce que la France pourrait impulser le changement qui est nécessaire. Elle pourrait être vraiment leader. Aujourd'hui, elle se targue d'être leader alors qu'elle est. C'est comme si vous aviez le cancre de la classe qui arrive devant le pupitre et qui dit je vais vous faire court. Donc au moins qu'on soit à la hauteur de l'enjeu. Et le problème, c'est qu'on se sent tous. Les Français sont assez déconnectés de l'océan. C'est Éric Tabarly qui disait pour les Français, la mer, c'est le truc qu'ils ont dans le dos quand ils étalent leurs serviettes sur la plage. Et ça, c'est le challenge. C'est de réussir à reconnecter les gens, et les Français en particulier, à l'océan. Et même en étant à Paris, évidemment qu'on a un impact incroyable sur l'océan. Et le problème, c'est qu'on a aussi la mémoire courte, et du coup, on ne se rend pas compte de ce qu'on a déjà perdu et du peu qui nous reste. Donc, un exemple tout bête, il y a 100-150 ans, dans la mer, il y avait des saumons, il y avait des marsouins, dans la Seine. Il y avait des marsouins dans la Seine. Je ne sais pas si vous imaginez. Il y avait des saumons dans la Seine. Aujourd'hui, on n'a même plus le droit de consommer les carpes qui sont dans la Seine parce qu'elles sont polluées. Mais on a vraiment perdu. En fait, on n'a même pas conscience du fait que même l'océan qu'on est en train d'essayer de sauver aujourd'hui, ça n'est que l'ombre de lui-même. Ça n'est que l'ombre de ce qu'il était. Et pour ça, c'est intéressant de lire les récits historiques. Notamment, la baleine basque, par exemple, elle a été exterminée par les Basques jusqu'à la dernière, alors que quand on lit les récits historiques, on apprend qu'en fait les bateaux devaient s'arrêter pendant des jours pour laisser passer les baleines. Aujourd'hui, quand on a une pauvre baleine qui arrive dans une ville, c'est dans la presse locale. C'est un truc... vous vous rendez compte, en fait. On est vraiment sur la dernière... le dernier bout de la peau de chagrin, en fait, qu'on essaye de sauver. Donc, et ça nous permet aussi de nous rendre compte de l'ampleur du carnage, de l'ampleur de notre pouvoir de destruction, de domination et de l'urgence, en fait, qu'il y a à agir. Donc voilà, je pense qu'en matière d'écologie, ça devrait être comme en matière historique. Hein. On a une mémoire, on se rappelle de ce qui s'est passé dans le passé, par exemple la Seconde Guerre mondiale, on l'enseigne dans les écoles pour que ça ne se reproduise pas. En écologie, on ne nous enseigne pas ça. Et les chercheurs en écologie, quand ils arrivent, en fait, ils se basent, comme point de départ, ils se basent sur le début de leur carrière. Où en était la biodiversité au début de leur carrière. Et on a très peu de notions, en fait, d'archives du passé. Et du coup, en fait, on ne sait pas de quoi on parle. Et ça, c'est hyper important, qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, on est en fait la plus grande force de destruction du vivant que la planète ait jamais connue. Et c'est ça notre héritage.
c'est pas nos cathédrales, c'est pas nos peintures de grands maîtres, c'est pas nos poèmes, c'est pas nos grands écrivains. C'est rien de tout ça. C'est le fait qu'on a détruit le vivant comme jamais aucune force auparavant. On est pire que l'astéroïde qui a créé la 5e crise d'extinction massive. On est pire que ça puisqu'on est dans la 6e. Elle est encore plus rapide que la précédente. Et c'est la première fois dans l'histoire de la planète qu'il y a une espèce qui se rend responsable de l'extinction massive de toutes les autres. Vous vous rendez compte qu'en 40 ans, j'ai 40 ans, depuis que je suis née, on a exterminé 60% des animaux sauvages de la planète. 60%. Aujourd'hui, l'homme et les animaux domestiques représentent 97% des mammifères sur la planète. Voilà. Donc on n'est rien d'autre qu'un cancer à l'heure actuelle. Un cancer, c'est finit par tuer son hôte. Et on est en train de grignoter notre hôte, de le tuer. Et forcément, on va finir par mourir avec lui. Donc la planète, elle finira par s'en remettre au bout de 60 millions d'années. Donc c'est pas à notre échelle de temps. Mais c'est quand même dramatique, quand même, que dans notre court passage sur cette planète, la seule chose qu'on ait laissée, et la seule chose qui laissera des traces, c'est notre force de destruction. Comment je remonte ça, moi, après? Non, mais complètement. Mais tu as dit plein de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Malheureusement, on n'a pas énormément de temps. Mais on a parlé de la force du commun, on a parlé de l'action individuelle. Et dans ce que tu as mentionné à la fin, tu as parlé d'éducation, de cette déconnexion. Donc est-ce que finalement, après force du commun, donc ensemble, après action individuelle, c'est-à-dire chacun chez soi, il n'y aurait pas quelque chose en plus pour reconnaître ce passé et comme une nécessaire élévation de conscience, si on peut dire, si je peux dire ces mots qui sont malheureusement beaucoup trop repoussés dans nos discussions qui ont besoin d'être très concrètes, très à venir, alors qu'on ne sait même pas de quoi vraiment on parle à l'avenir. On ne sait pas de quoi on parle, mais on le détruit quand même. Je pense qu'on a bien compris et tu l'as bien dit, notamment l'océan. On en connaît quoi ? 5%. On connaît moins l'océan que la surface de la Lune. Donc, voilà. Et pourtant, on le détruit bien vite, avant même d'en connaître la totalité. On pourrait parler de plein de choses, mais peut-être une idée concrète, donc une réponse qui serait relativement courte par rapport, encore une fois, à la mobilisation, à l'action. Dans l'état actuel des choses, si je vous fais une petite opposition sur un ring entre le poids qu'aurait signé une pétition, VS, mobilisation citoyenne dans la rue, désobéissance civile, les deux, un avant l'autre. Ça dépend vraiment des enjeux. Hein. Sur les questions d'illégalité, par exemple, il n'y a pas de pétition à avoir. C'est pour ça que nous, on fait très peu de pétitions, parce que quand on agit sur des actions illégales, on ne fait pas de pétition contre le trafic de drogue ou le trafic d'armes. Par contre, sur des questions où il faut faire bouger les lois, ça peut être intéressant. Je pense qu'il ne faut jamais qu'on se repose trop là-dessus. Ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut vraiment que... on est face à un système qui va se défendre. Plus on sera combatif, et plus la réponse en face, elle va être violente. Et ça, je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Et je pense que ce n'est pas en signant des pétitions qu'on va y arriver. Signer des pétitions et recueillir des centaines de milliers de signatures à des millions de signatures, ça permet d'avoir une idée de l'ampleur de la prise de conscience. Mais c'est le début. Il ne faut surtout pas croire que c'est l'aboutissement. Mais moi, je voulais juste terminer sur un truc, c'est que tout ce qu'on dit là, c'est assez pesant, c'est assez prenant, c'est assez lourd. Mais en fait, moi, je trouve pas ça déprimant du tout. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur... De toute façon, on le sent que ça va pas, qu'on est dans une accélération des choses. Quand on a des enfants et qu'on se projette encore plus, du coup, ça fait encore plus peur. Moi, j'ai une fille de 3 ans et je me dis que, à l'âge adulte, mais à quoi va ressembler le monde dans lequel elle va grandir ? Il y a le meilleur remède à ça, le meilleur antidépresseur, c'est l'action, c'est d'agir. Vraiment, et que chacun trouve la façon dont il peut être le plus utile. Et encore une fois, il suffit d'avoir un peu d'imagination et il y a 1001 choses à faire. Voilà. Donc, et je trouve en plus qu'on est vraiment à un moment charnière de l'histoire de notre espèce, puisqu'on est là, ceux qui sont aux manettes aujourd'hui, donc ceux qui sont à l'âge adulte aujourd'hui, on est une génération clé. C'est la génération qui va impulser le tournant ou pas. Donc les enfants qu'on est en train de sensibiliser aujourd'hui, il faut le faire. Quand ils seront à l'âge de décider, il n'y aura déjà plus rien si nous, on n'a pas obtenu les résultats maintenant, tout de suite. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez grisant.
c'est très tendu et en même temps c'est passionnant. On est en train de jouer notre avenir, on est en train de jouer l'histoire là, maintenant, sur les 10, les 15 ans qui arrivent. Et donc, vraiment, on vit une époque peut-être pas formidable, mais en tout cas passionnante. Et j'espère qu'on va y arriver. Mais quand bien même, je pense qu'il ne faut pas non plus trop se projeter, parce que sinon, on risque parfois d'être désespéré certains matins. L'important, c'est pas de gagner, l'important, c'est de faire ce qu'on croit être juste. Vraiment. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui me motive. J'ai envie, à la fin de ma vie, de me retourner sur mon parcours et de pouvoir me dire que j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Et je pense que si chacun fait ce qu'il peut, on y arrivera. Alors pour rebondir, je dirais qu'effectivement, il n'y a pas une solution. Il y a une pluralité de solutions qui correspond à chacun d'entre nous, qui correspond à chaque acteur. Donc voilà, ce n'est pas que la pétition ou que la mobilisation ou que la sensibilisation. C'est toutes ces solutions-là qui, communément, peuvent participer en fait, à faire changer les choses. Et je pense qu'une des choses importantes aussi, c'est, on en parlait, de se reconnecter avec l'environnement, de se rendre compte qu'on fait partie de cet environnement et non pas qu'on le domine. C'est d'aller sur le terrain pour se rendre compte des choses en fait. On est déconnecté parce qu'on n'en a pas conscience. On ne se rend pas compte de l'impact que l'on a parce qu'on n'est pas directement impacté par cette pollution. Donc, je parlais des surfeurs à l'origine, mais c'est vraiment ça en fait. On a envie de faire changer les choses quand on est impacté par cette pollution, quand on habite sur les littorales et que sa maison est en train de tomber dans la mer parce qu'il y a de l'érosion liée au réchauffement climatique, parce qu'on habite sur une île et qu'on sait que dans 100 ans notre île aura disparu. Parce qu'on mange des aliments qui sont bourrés de plastique, parce que on subit cette pollution, donc on a envie de faire changer les choses. Et donc pour le voir, pour se rendre compte, il faut aller sur le terrain. Il faut changer ses habitudes, il faut changer de route et aller voir ce qui se passe ailleurs et prendre part à ce changement-là. Et après agir à chacun à son échelle et de la façon qui vous correspond le mieux. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une pétition parce que vous voulez juste donner votre avis. Peut-être que demain, c'est une manifestation ou une action de sensibilisation ou autre. Enfin, il existe plein de choses. Donc, tout le monde peut participer à ça. Super. Donc, c'est finalement, en fait, un éventail de possibilités. Donc, pour conclure, on a parlé de plein de choses ce soir. Il va falloir terminer cette table ronde. Donc, agir pour l'océan, c'est prendre conscience du problème. Après, on est passé par la force du commun, donc ensemble. C'est prendre conscience de l'impact individuel, nos choix au quotidien, de consommation pour notre bien-être, nos proches, la planète. La dernière partie, notre dernier échange, c'était autour du poids de notre voix auprès de ceux qui n'y croient pas, qui n'y pensent pas, qui sont dans le déni ou dans le silence. Et enfin, le dernier point, finalement peut-être le plus important et qui est peut-être, certainement, d'un point de vue personnel, mon avis, la cause à l'origine de tout ça, on en a parlé, cette déconnexion de ce passé, mais finalement de cette planète à laquelle on appartient, parce qu'on n'est pas à côté, on fait partie de ce vivant. Donc cette reconnexion. Sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. Merci à tous d'avoir été présents pour cette table ronde. À la suite de cette discussion, nous vous proposons d'échanger à l'extérieur de la salle. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end.